que nous appelons Tampro. Alors, en 1892, alors, à cette époque, le roi Béhanzin était déjà capturé. Et il a été décrété une opération appelée la mise à sac du royaume de Dahomey. Et c'est dans cette foulée-là que les troupes du général Amédée Dos, en 1892, se sont emparés du royaume de Dahomey pour piller certains des objets, parmi lesquels nous avons les 26 trésors royaux restitués récemment à la République béninoise. Pas plus tard, à son avènement au pouvoir en 2016, le chef de l'État a demandé la restitution de ces biens. Alors que le président Macron n'était pas encore là, c'était au temps de l'ex-président français François Hollande, et le chef de l'État a essuyé le refus catégorique de ce dernier. La diplomatie béninoise est en force. Avec le temps, il a été signé un accord cadre par l'Assemblée de la France, l'Assemblée française, qui autorise maintenant la restitution de ces biens et décrit clairement les conditions dans lesquelles ces biens seront restitués au Bénin. Parlant des œuvres de ces trésors royaux, nous avons la statue Botia, mi-homme, mi-oiseau du roi Guézo. Et quand nous parlons de statue Botia, c'est fait à base d'un bois que nous appelons généralement ici des bois sacrés. Et ce Botia porte des lames en fer qui évoqueraient le plumage d'un oiseau appelé gué, une sorte d'oiseau cardinal auquel Guézo se comparait. Le roi disposait d'ateliers royaux composés d'artisans, d'artistes réputés pour leur inspiration et leur capacité de création comme de nouveautés. Nous avons également la statue royale Botia, mi-lion, mi-roi, mi-lion, mi. C'est-à-dire, quand nous voyons cette statue debout, c'est parce que nous n'avons pas les accessoires qu'il faut, sinon on pourrait faire la projection. Quand nous prenons cette statue debout, il y a une partie qui est la tête qui représente le lion et l'autre partie qui représente une sorte de torse d'homme. C'est pourquoi on l'appelle Botia, mi-homme, mi-lion. Cette statue à la tête de lion représente le roi Guélégué. Elle était portée en possession lors du défilé annuel des richesses entre le palais royal et le marché. Et lorsque il n'y a pas de cérémonie autour de cette statue est conservée dans une case qu'on appelle en fond Atandéhop, qui signifie la case du courage. Nous avons la statue royale d'homme requin, mi-homme, mi-requin, c'est-à-dire une partie qui ressemble au poisson requin et l'autre partie qui est une sorte de torse humain.
Le roi Béhanzin, alors, avait plusieurs noms. Et on l'identifie par rapport au requin. Et qui s'est surnommé Béhanzin. Voyez, la nature a gardé le que la terre désire. Et c'est toute une incantation qui est devenue un surnom pour lui. Personne ne doute de sa force et de sa puissance ici. Nous avons également le trône du roi Iso. On note également le trône du roi Kéléné, le trône de Canaan, le siège tripode que nous appelons Cataclès dans notre langue, c'est un petit abri sur lequel le roi Béhanzin posait ses pieds et qui était dans le royaume de Dahomey en ce moment-là. Nous avons également les portes du palais royal d'Abomey. On a à 5 portes argentines, d'ailleurs à plusieurs exemplaires, mais il y a un assin qui a surtout retenu notre attention, c'est le assin, si je peux m'exprimer ainsi, qui représente Agassou. Agassou, d'après l'histoire, qui serait issu d'une relation sexuelle entre le léopard et une princesse d'Adjatado du roi Tado, et qui allait puiser de l'eau. Et dans cette foulée-là, le léopard aurait eu des relations sexuelles avec elle. Et elle est tombée enceinte. Et suite à cela, on a connu la naissance d'Agassou. Et l'histoire nous enseigne que tous les royaumes du Bénin, tous les royaumes, à savoir Dahomey, le royaume de Porto-Novo, le royaume d'Alada, fondé par Adjaouga, le royaume d'Abomey, le royaume de Porto-Novo, fondé par Terre-Banio, ces royaumes tirent leur source du royaume de Idomé. Idomé, qui est un royaume qui se situe, le royaume de Idomé, qui est un royaume qui se trouve dans la commune de Bomancet. C'est une commune limitrophe de la commune de Milan. Et on dit que ce royaume est le premier royaume fondé par les migrants d'Adjatado. L'histoire nous enseigne que nos aïeux ont quitté Adjatado pour se retrouver ici, sur la terre béninoise. Et on sait que par le passé, ce qui divisait les clans, ce qui divisait les familles, c'était les guerres. Et ils luttaient pour pouvoir conquérir, pour asseoir leur hégémonie et leur suprématie. Donc c'est dans cette foulée que ces aïeux-là ont quitté Adjatado pour se retrouver à Dahomey. Et le parcours a enseigné qu'après Dahomey, il y a encore d'autres, il y a d'autres qui ont pris l'autre côté de la mer et certains un côté du lac. Nous avons également la calebasse à couvercle. Il y a le fuseau et un métier à tisser. Il y a la chaussure en cuir. Il y a la tunique et le pantalon du soldat des Amazones que nous appelons ici dans notre jargon agodier. Agodier. Ce sont les Amazones du royaume de Dahomey. Nous avons également un sac en cuir. Si je répète régulièrement, puis c'est pour préciser que c'est un art
est suffisamment développée par les Haoussa, originaires du Nigeria et du Niger, qui fabriquaient généralement des objets en cuir. Et ils ont adopté le cuir parce que ça dure pour sa résistance à la pluie et aux intempéries, à la pluie, au soleil et à l'hydrométrie. Nous avons également les récables. Nous avons aussi les récables. Les récables qui ont leur rôle. Le roi, dans son apparat, utilise les récables. Je vais aborder la signification culturelle de ces objets tout à l'heure. Donc, pour dire que Général Dode, dans cette foulée, quand nous parlons de la colonisation, nous parlons de l'esclavage, ce n'est pas que nos hommes qui ont été, ce ne sont pas que nos hommes qui ont été déportés, il y a des objets de valeur également qui nous ont été enlevés. Et dans cette perspective de coopération, de restitution de coopération, nous constatons qu'aujourd'hui, plusieurs pays africains, en commençant par le Bénin, le Sénégal, le Niger, le Nigeria et d'autres pays, réclament aujourd'hui la restitution de leurs biens enlevés jadis. Quelles sont les valeurs culturelles et culturelles de ces œuvres? Alors, quand nous parlons des valeurs culturelles, nous savons tous que le Bénin, notre identité, c'est le vaudou. Et la valeur culturelle de ces objets tire leur source du vaudou. Nous allons aborder d'abord ce qui concerne leurs valeurs culturelles. Il faut noter que ces biens ont été enlevés d'un royaume. Mais aujourd'hui, ces biens viennent dans une république. Et déjà, il y a un symbole d'unité nationale qui se dégage. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest du Bénin, ces biens-là nous appartiennent tous. Le titre de propriété familiale ne pourra plus être revendiqué par les familles royales, au point où ces biens qui sont enlevés d'un royaume reviennent maintenant dans une république. Et la stratégie diplomatique qui est développée autour de ces biens, non seulement il y a la restitution, qui suit son cours d'ailleurs, il y a la stratégie de coopération et de circulation des biens qui est aussi développée de telle manière que le Béninois, nos biens, nos trésors royaux qui nous sont restitués, peuvent faire objet d'exposition dans d'autres musées, en Afrique de l'Ouest, en Europe, en Asie et un peu partout dans le monde. Et cela renforce également et à suffisance la collaboration et la coopération culturelle et patrimoniale. Alors, on parle de ces biens parce que c'est de ces biens qu'il s'agit. Il n'y a pas que ces 26 œuvres qui sont enlevées à ces pays africains-là. Il n'y a pas que ces 26 œuvres qui sont enlevées au royaume de Dahomey. Il y a d'autres œuvres qu'on n'a pas pu décompter, mais aujourd'hui, les experts estiment qu'il y a
85 à 90% de nos trésors qui sont encore dans l'Hexagone, qui sont encore en Europe. L'arrivée de ces biens, de ces décisions, au plan culturel et touristique, va booster un tant soit peu l'offre touristique de notre pays. De telle sorte que les Béninois de la diaspora, les Africains d'autres pays, les Européens peuvent venir au Bénin maintenant visiter ces œuvres-là. Et une fois que ces touristes viendront dans notre pays, le pays réalisera des devises. Ils vont manger au Bénin, ils vont dormir au Bénin, ils feront tout au Bénin. Ce qui va booster un tant soit peu l'économie béninoise. On note également aujourd'hui plusieurs projets d'envergure qui sont développés partout au Bénin. Nous avons la construction du Musée international de mémoire de l'esclavage à Ouidah, qui est déjà en construction et qui est sur son chemin. Nous avons actuellement la maison du général Faust, qui abritera les biens après la phase d'exposition au grand public de Cotonou. Ce musée va abriter les biens pendant 2 ans. En attendant que le musée de l'épopée des Amazones et des rois d'Abomey ne soit suffisamment construit pour abriter définitivement les 26 objets. Il y a le musée international du Vodou de Porto-Novo qui est en cours de construction. Nous notons également que ce projet attirerait beaucoup d'investisseurs. On note déjà l'arrivée de Claude Mel qui va s'installer sous peu à Bléquité et qui présente un projet très gigantesque et développera des clubs de vacances et va générer plusieurs emplois au développement du pays. Je voudrais aussi préciser que le chef de l'État, à travers ses discours pendant les processus de restitution des biens, a précisé que ces biens reviennent au Bénin, mais pour des fins essentiellement culturels. Ce qui veut dire que aujourd'hui, étant donné que l'observation, c'est-à-dire les visites touristiques par rapport à ces biens, sont ouvertes au grand public et à tout le monde, si on décide aujourd'hui de faire des rituels pour sacraliser ces biens ne peuvent plus être utilisés pour des fins économiques comme on aurait souhaité. Mais il y a toujours derrière un objet, un art, il y a toujours le caractère sacré et le caractère spirituel. Parlant du caractère sacré, nous allons considérer simplement la calebasse. Dans notre jargon, pour ce qui concerne les secrets du couvent, on dit Dada Karu Sudo Imamengao, c'est-à-dire le secret du couvent est caché dans une calebasse qu'il ne faut pas chercher à ouvrir. Quiconque qui tente d'ouvrir pour découvrir la réalité, pour découvrir le secret, fera les frais. Alors, la calebasse est issue du calebassier, qui est un arbre qui appartient à la famille des cucurbitacées. On a enlevé tout ce qui est à l'intérieur, les graines,
et tout ce qui accompagne les graines à l'intérieur. Et maintenant, c'est la carapace qui est utilisée. Et pour plusieurs fins, on voit des carapaces qui portent des traits, mais qui ne sont pas des traits vains. C'est des traits qui annoncent, qui transmettent un message donné généralement, des messages d'amour. La calebasse, ces figures, ces rayures que portent les calebasses transmettent des messages d'amour. Et la calebasse est également utilisée par nos prêtresses. Nos prêtresses, les taïnos, les dignitaires pour les cérémonies occultes au niveau des hôtels de mort, dans les couvents et dans les sanctuaires de Bodon. Et pourquoi la calebasse? On dit, dans le jargon environnemental, que c'est une solution basée sur la nature. La calebasse provient directement de la nature et ne subit pas de modification, pas d'addition. En utilisant la calebasse, il y a une communication directe entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de barrière en tant que tel. Et le respect qui est autour, le secret qui est autour, vient également dans nos familles. De telle sorte qu'on dit souvent qu'il y a un artiste, si je veux le réagir sur Roger, qui a chanté une chanson, il dit ceci. Dabakai do nusuo era unakome. Il disait Dabakai do nusuo era unakome. Kona no budu triyo wini unkaloko. Kona no budu triyo wini unkaloko. Amondo wede no inajo wedo. Dekajo wedo wikana puloi. Kodolo de imamrona. C'est-à-dire, c'est tout un mystère qui se trouve au niveau de la calebasse, qui se trouve autour de la calebasse. Mais si tu tentes, que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au couvent, que ce soit dans ton royaume, tu perdras ta vie. Parce que c'est tout un secret qui s'y cache. Nous allons également aborder le hyacinthe atlantique. Il y a deux variétés de hyacinthe. Il y a le hyacinthe atlantique qui est utilisé pour identifier les sanctuaires de Bodon, que ce soit le Sapata, quand vous voyez les localités où il y a le Sapata qui est adoré, le dieu de la terre, le dieu de la bâtisse. Sur le toit, vous verrez le hyacinthe atlantique pour pouvoir identifier, pour pouvoir faire le distinguo entre ce sanctuaire de Bodon par rapport aux autres conceptions de la localité. Hyacinthe est également utilisé pour symboliser nos morts. C'est des autels des morts. Et quand on parle d'autel des morts, il y a des cultes qui sont voués à ces représentativités-là, qui sont généralement en fer. Ces représentativités sont en fer et ce sont les forgerons. Ce sont les forgerons qui ont habilité à réaliser ces objets-là. Et nous avons des familles réputées ici au Bénin, à Abomey, qui participent à la réalisation des hyacinthes. Nous avons par exemple les Rontonji qui participent à la réalisation des hyacinthes. Et c'est tout un héritage. La forme, c'est tout un héritage. Et tout en sachant que
cet héritage est autour du Dieu de la paix, qui est le Dieu au cou, le Dieu du fer, pardon, et de voyage, qui est le Dieu au cou. Habilement, le chef de l'État, à travers son discours, a réclamé la restitution du Dieu au cou, qui est encore aujourd'hui en Europe, en France occidentale. Et la tablette de phare. Le phare, qui est le messager, qui établit le lien entre les vivants et les morts. C'est à travers le phare qu'on consulte les vivants, qu'on consulte les morts. C'est à travers le phare qu'on a une idée de l'avenir, du futur et même du passé. Et c'est des décrets qui assuraient la consultation de l'oracle dans le royaume de Napoléon à l'époque.